Elle était plus consanguine qu'un enfant né d'un frère et d'une sœur. C'est par cette phrase glaçante que l'histoire de Maria Antonia commence. Une jeune princesse née au cœur du faste de la cour de Vienne, mais portant en elle le poids silencieux d'un siècle de mariage entre oncles, nièces, cousins et cousines. Dans les couloirs dorés du Hofburg, on célébrait sa naissance comme un signe de continuité dynastique, sans imaginer que cet enfant fragile deviendrait le symbole même d'un empire rongé de l'intérieur. On raconte qu'en la regardant dormir, certains serviteurs murmurèrent que sa vie avait été écrite bien avant sa venue au monde, car Maria Antonia n'était pas seulement une héritière. Elle était l'ultime produit d'une lignée obsédée par la pureté du sang, une lignée prête à tout pour préserver une couronne, même au prix de la santé et de l'avenir de ses propres enfants. Pourtant, au milieu de cette obscurité génétique, la fillette semblait lumineuse. Ses yeux brillaient d'une intelligence douce. Sa santé étonnait les médecins. On se prenait à croire qu'elle avait échappé à la malédiction qui avait frappé tant de Habsbourg avant elle. Mais l'histoire, cruelle et patiente, attendait son heure. Dès son adolescence, les regards des souverains européens se braquèrent sur elle. Dans son sang se trouvaient les clés de 2 empires, et le destin, implacable, préparait déjà le piège. Car au moment où elle soufflait ses 16 bougies, Maria Antonia allait apprendre que son avenir n'était pas un chemin, mais une sentence. Elle serait promise à un homme qui n'aurait jamais dû être son époux, mais qui était en réalité son propre oncle. Bien avant que Maria Antonia ne voie le jour, son destin était déjà scellé dans les registres soigneusement conservés de la maison de Habsbourg. Depuis des générations, la famille avait choisi de préserver son pouvoir par le mariage, non pas en cherchant des alliances lointaines, mais en refermant leur cercle sur lui-même. On y mariait les oncles à leurs nièces, les tantes à leurs neveux, les cousins de premier degré entre eux, comme s'il s'agissait d'une simple tradition familiale. Pour le commun des mortels, ces unions auraient semblé impensables. Pour les Habsbourg, elles étaient un outil politique. Ces mariages, répétés sans relâche durant plus d'1 siècle, façonnèrent un arbre généalogique où les branches ne s'éloignaient jamais du tronc. À chaque génération, la même équation se répétait. Épouser un proche afin de conserver un royaume, une couronne, un empire. Mais à mesure que les années passaient, ce calcul se révéla plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Le sang, perpétuellement mélangé aux mêmes origines, s'appauvrissait. Les maladies se transmettaient, les faiblesses se multipliaient, et certains enfants naissaient avec des traits si fragiles qu'ils ne survivaient pas plus que quelques heures. Lorsque Maria Antonia fut conçue, le degré de consanguinité avait atteint un niveau que peu de familles européennes auraient jugé supportable. Les médecins modernes diraient qu'elle était plus consanguine qu'un enfant issu d'une relation frère-sœur ou père-fille. C'était le résultat mathématique de décisions politiques répétées, de cette obsession de maintenir la pureté du sang royal, obsession devenue une prison génétique. Et pourtant, rien de tout cela n'avait été expliqué à l'enfant qui viendrait au monde. Pour elle, la tragédie n'avait pas encore de visage. Mais pour l'Europe, le murmure courait déjà. Les ambassadeurs et les courtisans chuchotaient que la future princesse porterait le poids des erreurs de ses ancêtres. Certains affirmaient même que la nature finirait par se venger de ce défi lancé à ses lois. Ainsi, avant même son premier cri, Maria Antonia était déjà entourée de prophéties sombres. Son existence semblait écrite dans une encre trop lourde
comme si la vie elle-même hésitait à se frayer un chemin au milieu d'un héritage si abîmé. Contre toute attente, lorsque Maria Antonia vint au monde par une froide matinée de janvier, elle respirait avec une force tranquille qui surprit même les médecins du palais. Ses pleurs, d'abord hésitants, devinrent clairs et pleins, comme si la vie, malgré les chaînes de son sang, avait décidé de s'accrocher à elle avec une ténacité inattendue. On raconta plus tard que les sages-femmes s'étaient regardées en silence, troublées par cette vigueur qu'elles n'attendaient pas. Dans une famille où tant d'enfants étaient nés faibles, difformes, ou n'avaient survécu que quelques heures, l'arrivée de ce nourrisson presque trop parfait semblait relever du miracle. Elle grandit ainsi, frêle mais résistante, comme une flamme qui danse au milieu du vent sans jamais s'éteindre. Les médecins, prudents, observaient chacun de ses mouvements, cherchant les signes d'une faiblesse cachée. Mais la petite princesse déjouait tous leurs pronostics. Elle marchait tôt, parlait avec douceur, posait ses petites mains sur les livres de prière, comme si elle voulait déjà comprendre le monde. Autour d'elle, les murmures changeaient, peu à peu de ton. Certains y voyaient un signe du destin, d'autres un défi lancé à la malédiction qui planait sur les Habsbourg. Pourtant, si Maria Antonia était forte de corps, son âme portait une mélancolie que l'on remarquait déjà dans son regard. Elle semblait écouter plus qu'elle ne parlait, observer plus qu'elle ne riait. Lorsque les autres enfants couraient dans les jardins d'hiver du palais, elle préférait suivre les oiseaux du regard ou poser les doigts sur les vitraux colorés de la chapelle. On racontait qu'elle avait demandé un jour à sa gouvernante « Pourquoi suis-je ici et pas ailleurs ?» Une question trop lourde pour une enfant, mais qui reflétait la profondeur précoce de son esprit. Les dames de la cour la décrivaient comme une petite étoile silencieuse, à la fois brillante et triste. Sa présence apaisait, mais son silence troublait. Il y avait en elle une sorte d'intuition, la conscience obscure qu'elle marchait sur un fil tendu au-dessus d'un gouffre dont elle ignorait encore la forme. Et dans cette lumière fragile, qui vacillait sans jamais s'éteindre, commençait à se dessiner la vérité. Maria Antonia n'était pas seulement une survivante de sa lignée, elle était le dernier souffle d'espoir d'une famille condamnée. À 16 ans à peine, alors que d'autres jeunes filles découvraient encore timidement le goût de la liberté, Maria Antonia apprit que la sienne n'existerait jamais. Ce fut au détour d'une conversation étouffée, dans un salon parfumé de cire et de bois anciens, qu'elle entendit pour la première fois murmurer le nom de son futur époux. Un silence glacé lui noua la gorge. Charles II d'Espagne, son oncle, un homme dont elle ne connaissait que les portraits sombres, les rumeurs médicales et les prières que l'Europe tout entière murmurait pour sa survie. On disait qu'il marchait difficilement, que sa mâchoire déformée lui rendait la parole pénible, que sa pensée se perdait parfois dans un brouillard d'enfance qui ne s'était jamais dissipé. Les mères racontaient en secret que même les nourrices avaient peur de son regard vacillant. Et c'est à cet homme que la couronne voulait l'unir. Quand la nouvelle lui fut confirmée, Maria Antonia sentit une lourdeur descendre sur elle, comme une ombre vivante. Elle ne protesta pas. Elle avait été élevée pour obéir, pour servir la dynastie. Mais une question brûla son cœur en silence. Comment pouvait-on appeler cela un mariage? Était-ce un devoir, un sacrifice ou une condamnation? Les couloirs du Hofburg, autrefois familiers, devinrent soudain étrangers, comme si chaque tapisserie murmurait un destin dont elle ne voulait pas. Les préparatifs commencèrent aussitôt. On broda des étoffes, on rédigea des lettres, on compta les dates.
À mesure que les jours passaient, Maria Antonia sentait l'air se raréfier autour d'elle. La nuit, elle restait éveillée, les yeux ouverts vers le plafond, s'interrogeant sur la vie qu'on lui imposait. Était-elle née pour être une offrande, un simple remède politique à la fragilité d'un roi? Lorsque finalement on lui montra le portrait officiel de son oncle, son futur mari, elle ne détourna pas les yeux. Au contraire, elle observa longuement ce visage marqué par la souffrance, comme pour y chercher la vérité de son propre avenir. Et dans ce regard fixe et fatigué, elle crut voir une détresse semblable à la sienne. Peut-être étaient-ils, l'un et l'autre, prisonniers d'un héritage qui ne leur laissait rien choisir. À cet instant, elle comprit que le destin venait de resserrer ses chaînes. Et dans le silence du palais, son cœur, si jeune encore, apprit ce qu'était la résignation. Le mariage de Maria Antonia ne fut jamais une union, mais une mise en scène fragile, soutenue par les cours d'Europe qui, désespérés, espéraient un héritier pour sauver un empire vacillant. Dès son arrivée à Madrid, elle comprit que sa nouvelle vie serait faite de couloirs sombres, de chambres glaciales et de regards lourds de pitié. Le palais de l'Alcazar, immense et silencieux, semblait respirer difficilement, comme son roi malade. Charles II, malgré ses efforts maladroits, ne pouvait offrir à la jeune reine ni tendresse ni soutien. Il vivait prisonnier de son propre corps, de ses douleurs, de ses faiblesses, de ses fatigues interminables. Maria Antonia, qui avait espéré trouver en lui au moins une forme d'humanité partagée, ne découvrit que l'écho lointain d'une détresse que personne n'osait nommer. Ils se croisaient, se saluaient, échangeaient de quelques mots formels. Puis chacun retournait à sa solitude. Pourtant, le devoir ne tardait jamais à rappeler sa présence. La cour, les prêtres, les ambassadeurs, tous attendaient d'elle un miracle que sa propre lignée condamnait. « Donnez-nous un héritier », répétait-on sans le dire, mais avec une insistance qui pesait sur chaque respiration. Alors, elle priait, elle espérait, elle tentait de croire que la vie pourrait naître là où tout semblait voué à l'échec. Mais le destin, implacable, frappa encore. La première fois qu'elle sentit un frémissement de vie en elle, son cœur se gonfla d'une joie timide, presque effrayée. Elle caressa son ventre comme on protège une flamme fragile. Mais quelques semaines plus tard, cette flamme s'éteignit sans prévenir. Le silence qui suivit fut plus violent que la douleur elle-même. Puis vint un second espoir, tout aussi bref, et un troisième. Chaque perte creusait un peu plus le vide en elle, comme si son propre corps refusait d'être la réponse que l'Europe attendait. Les dames de la cour la trouvaient de plus en plus pâle, de plus en plus silencieuse. La nuit, Maria Antonia restait éveillée, les mains jointes, se demandant ce qu'elle pouvait offrir si même la maternité lui échappait. Dans les jardins secs du palais, elle marchait seule, ressentant la lourdeur de la malédiction qui la suivait depuis sa naissance. Elle n'était plus seulement la princesse née de l'inceste des Habsbourg. Elle devenait la femme que l'histoire condamnait à ne jamais accomplir, le rôle pour lequel elle avait été sacrifiée. Après tant d'années de larmes silencieuses et d'espoirs brisés, personne n'osait plus croire que la vie puisse encore se frayer un chemin dans le corps fragile de Maria Antonia. Elle-même, désormais, priait sans y croire vraiment, comme si ses mots s'élevaient vers un ciel qui ne l'écoutait plus. Mais au cœur de cet hiver d'incertitude, un frisson nouveau la traversa, timide, presque irréel. Les médecins confirmèrent ce que, d'abord, elle n'avait pas osé imaginer. Un enfant grandissait en elle. Cette fois, elle ne dit rien. Pas un cri de joie, pas un mot de triomphe.
Elle se contenta de poser les mains sur son ventre et de respirer longuement, comme pour sceller dans son cœur ce secret fragile. Les dames d'honneur, habituées à ses silences, l'observaient avec une inquiétude mêlée d'espoir. Elles voyèrent son regard changer, devenir plus doux, plus profond, presque lumineux. Maria Antonia, qui avait tant souffert, semblait retrouver une part d'elle-même. À mesure que les mois passaient, la cour entière retint son souffle. Même Charles II, dans sa maladresse habituelle, tentait de se montrer présent, conscient, peut-être pour la première fois, de ce que représentait cet enfant pour son royaume et pour sa propre âme. Les prières à travers l'Espagne se firent plus ferventes. Les églises s'emplirent de cierges. L'empire tout entier se suspendait à une vie encore invisible. Puis vint le jour tant redouté. Dans une chambre éclairée par des cierges tremblants, Maria Antonia lutta pendant des heures, le visage pâle, les lèvres serrées. Et lorsqu'enfin un cri d'enfant déchira le silence, un souffle de vie traversa le palais. Un garçon, un héritier. Elle le serra contre elle, émerveillée par sa chaleur. Ses doigts minuscules, la douceur de son souffle contre sa peau, tout cela semblait si miraculeux qu'elle craignait d'ouvrir les yeux de peur que tout disparaisse. On raconta plus tard que, pour la première fois depuis son arrivée en Espagne, elle avait souri, un sourire fragile, presque tremblant, mais réel. Le royaume entier célébra ce nouveau-né. Les cloches sonnèrent, les messes furent tentées, les envoyés étrangers écrivirent des lettres empreintes d'espoir. Mais au cœur de cette joie collective, Maria Antonia savait que seul le temps dirait si ce miracle serait son salut ou son dernier souffle de lumière. La joie qui avait illuminé la naissance du petit héritier ne dura malheureusement qu'un instant dans la vie déjà trop courte de Maria Antonia. Dès les premières semaines, son corps montra des signes de fatigue que les médecins tentèrent d'ignorer. Elle, qui avait tant prié pour donner la vie, se retrouvait maintenant prisonnière d'une fièvre sourde, d'une faiblesse qui gagnait son souffle jour après jour. Les murmures dans le palais commencèrent à ressembler à des prières étouffées. Chacun savait, sans vouloir l'admettre, que la jeune reine déclinait, Maria Antonia. Pourtant demeurait d'une douceur presque irréelle. Depuis son lit, elle demandait qu'on lui apporte son fils. Elle le regardait longuement, comme pour graver son visage dans la mémoire du monde. On raconte qu'elle lui murmurait des mots en allemand, sa langue d'enfance, des phrases tendres qu'aucun courtisan ne comprenait, mais qui faisaient briller ses yeux d'une lumière apaisée. Elle ne parlait jamais de douleur, seulement d'amour, et du vœu silencieux que son enfant échappe un jour, aux chaînes que la naissance lui avait imposées. Mais la médecine du XVIIe siècle ne pouvait rien contre l'infection qui dévorait son corps. Les remèdes qui lui étaient administrés, infusions, prières, onguents, ne faisaient qu'apporter un bref réconfort. La fièvre montait, la respiration devenait plus courte, et les nuits se transformaient en un long tremblement entre l'espoir et la résignation. À l'approche de Noël 1592, la rumeur devint certitude. Les cloches de Madrid semblaient sonner plus lentement, comme si la ville entière retenait son souffle. Dans la nuit glaciale du 24 décembre, alors que des chants résonnaient dans les églises, Maria Antonia rendit son dernier souffle, à seulement 23 ans. Sa main, dit-on, reposait près du berceau de son fils, comme si la mort elle-même n'avait pas osé lui arracher définitivement cet ultime lien. La nouvelle de sa disparition plongea l'Europe dans un silence lourd. Elle était la seule lueur fragile d'une dynastie brisée. Sa mort annonçait des temps troublés. Et tandis que l'on préparait des funérailles dignes d'une reine, une inquiétude plus vaste se répandit.
Que deviendrait le royaume maintenant que sa dernière espérance venait de s'éteindre? Après la mort de Maria Antonia, une étrange clarté s'abattit sur l'Europe, comme si sa disparition révélait soudain la fragilité d'un monde que l'on croyait éternel. Dans les cours de Vienne, de Madrid, de Paris, on évoquait son nom avec un mélange de compassion et de regret. Elle n'avait vécu que 23 ans, mais son départ avait laissé une brèche que nul n'aurait imaginée. Son fils, Joseph Ferdinand, devint aussitôt le centre de toutes les espérances. On voyait en lui la promesse d'une réconciliation entre les deux branches des Habsbourg, une solution presque miraculeuse pour éviter la guerre qui grondait. Certains affirmaient au même que, si Maria Antonia avait survécu, elle aurait pu jouer un rôle décisif. Mère vigilante, femme de paix, figure clé d'un équilibre européen fragile. Mais l'histoire n'accorde jamais de seconde chance, et le destin, déjà cruel envers la mère, ne tarda pas à frapper l'enfant. Quelques années seulement après sa naissance, Joseph Ferdinand fut emporté par la maladie. Un souffle trop court, une fièvre trop haute, et l'espoir s'éteignit aussi vite qu'il était venu. Avec sa mort s'effondra la dernière possibilité d'unir les royaumes sans violence. Alors, l'Europe bascula. Les puissances se déchirèrent pour la succession espagnole. Des armées marchèrent, des villes brûlèrent. Et pendant 13 longues années, la guerre redessina les frontières du continent. Beaucoup, plus tard, murmurèrent que si Maria Antonia ou son fils avaient survécu, cette tempête aurait pu être évitée. Aujourd'hui encore, dans les livres d'histoire, son nom apparaît comme une ombre délicate, presque effacée. Mais pour ceux qui prennent le temps d'écouter les échos du passé, Maria Antonia incarne cette vérité poignante. Parfois, le destin de continents entiers repose entre les mains d'une jeune femme que l'histoire n'a pas laissé vivre.